Regardez ce spectacle où l'hypnotiseur endort son public en une fraction de seconde. Sur les réseaux sociaux aussi, tout le monde se vante, soit d'hypnotiser ses amis, soit de s'être fait hypnotiser. Peu d'entre nous a expérimenté l'hypnose, en tout cas pour améliorer sa santé, et pourtant, il y a des preuves que l'hypnose peut nous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Alors pour vous expliquer, vous conseiller sur l'hypnose, on est avec deux experts du sujet. Bonjour Vianney. Bonjour Boris. Professeur Descroix, chirurgien dentiste, doyen de la faculté d'odontologie à l'Université Paris-Cité. Et le professeur Antoine Bioy. Bonjour Antoine. Bonjour Boris. Professeur de psychologie et vous enseignez notamment l'hypnose. Vianney, vous êtes ici en tant que chirurgien dentiste, mais aussi en tant qu'expert de l'hypnose. Est-ce qu'on peut soigner les dents, extraire des dents sans anesthésie et sous hypnose? Je dirais que oui et non. Oui, parce qu'il y a à peu près 5 à 10% de la population dans le monde qui est assez suggestible pour subir une intervention chirurgicale comme l'extraction d'une dent, simplement avec l'hypnose médicale. Je dirais non parce qu'en fait, il y a très peu d'indications dans lesquelles on a une contre-indication à utiliser l'anesthésie locale et parce que finalement, même avec l'hypnose, sans anesthésie locale, l'extraction d'une dent est extrêmement inconfortable. Alors que nous allons utiliser l'hypnose médicale au cours des soins dentaires pour diminuer l'anxiété, voire faire en sorte que les patients ne se rendront même pas compte qu'on est en train de les anesthésier. On va revenir dans un instant avec des images à l'appui, voir comment vous procédez. Professeur Bioy, vous enseignez donc l'hypnose. Est-ce que vous pouvez apprendre à tout le monde à faire de l'hypnose ou est-ce qu'il faut avoir un don? En clair, bon, si j'achète un visuel de ce type-là et que j'apprends quelques petites techniques, je peux vous hypnotiser ou hypnotiser celles et ceux qui nous regardent ou est-ce que finalement il faut un don pour ça? Non, il n'y a pas besoin de dons, il y a besoin de compétences. Les compétences s'apprennent, ce sont des techniques. Et donc effectivement, je peux vous transmettre un certain nombre de techniques. Et puis avec des supports comme celui-ci ou d'autres, vous pourrez tout à fait hypnotiser quelqu'un, soit à visée récréative, soit à visée développement bien-être, soit à visée thérapeutique. Alors Vianney nous disait il y a un instant qu'il y a 5 à 10% de la population qui est très réceptive à l'hypnose. Il y a des très bons candidats, des moyens et des mauvais candidats à l'hypnose? Il y a de très bons candidats, c'est généralement ceux avec lesquels on va pratiquer l'hypnose à visée expérimentale, de recherche dont on va parler tout à l'heure. C'est-à-dire des personnes qui sont capables de partir extrêmement facilement en hypnose. La majeure partie de la population est ce qu'on appelle moyennement hypnotisable. On est tous autour d'une valeur à peu près normale, à peu près moyenne. Et tout l'art précisément de celui qui va pratiquer l'hypnose va être de comprendre comment la personne qui est en face de lui ou d'elle a besoin, va développer des besoins de façon à pouvoir avoir recours à l'hypnose et gagner en soulagement, gagner en compétences, etc., etc. Et puis il y a des personnes qui sont faiblement hypnotisables, c'est-à-dire pour lesquelles l'hypnose n'est pas vraiment un recours, simplement dans la vie de tous les jours, elles ne voient pas pourquoi est-ce qu'elles y auraient recours. Et il va falloir effectivement pour le praticien en hypnose à ce moment-là avoir des techniques particulières pour les intéresser à la méthode, si la méthode effectivement a une pertinence pour eux. Alors dans cette émission, on va vous dire justement dans quelle situation l'hypnose marche vraiment, on va vous expliquer comment ça fonctionne et s'il y a des risques à se faire hypnotiser. On recevra le docteur Adrien Chaboch. Avec lui, on parlera de l'auto-hypnose, une technique qu'on peut utiliser seul, chez soi, et il paraît que c'est très efficace. Et puis dans la troisième partie de l'émission, comme d'habitude dans la partie en pratique, on vous donnera des conseils pratiques pour profiter au mieux de l'hypnose pour une meilleure santé. Regardez pour commencer cette séquence d'une spectatrice phobique qui va être guérie d'une phobie des araignées en quelques secondes, en tout cas elle semble l'être, dans un spectacle de Mesmer. Oui, je dormais, debout, tout va bien. Alors attention maintenant Marie-Pierre, concentrez-vous sur ma voix. La peur des araignées qui est en vous ici va disparaître. Je l'efface avec le 1. Je l'efface avec le 2. Et avec le 3, cette peur n'a jamais existé pour vous. De l'autre côté, j'installe en vous l'amour des araignées. Vous les aimez, vous les adorez, vous aimez les voir, vous aimez même les prendre dans vos mains. Pour vous, c'est comme un petit chat mignon. Alors attention, Marie-Pierre, vous allez ouvrir les yeux. Oh, regardez, magnifique.
Allô? Allô? Ça va monter, Ouais. ça va chatouiller un petit peu. Ça me Je peux-tu donner un bec? Ben alors disons, soyons clairs, c'est ça l'hypnose thérapeutique? Non, on est vraiment dans l'hypnose de spectacle. Ça veut dire qu'on a pris la phobie des araignées parce que la majorité des gens, en tout cas une grande partie, sont phobiques des araignées. Donc il y a une forme comme ça d'identification à cette personne. On a envie en fait qu'elle puisse être sauvée de sa phobie des araignées. Et ensuite, c'est tout l'art du prestigisateur, là en l'occurrence du fascinateur qui est Mesmer, c'est-à-dire de mettre en scène finalement une séance avec comme ça des éléments auxquels on va s'attendre, avec le claquement des doigts. Et c'est finalement cette dimension-là de magie offerte par le spectacle qui va rendre la chose tout à fait drôle et attrayante. Oui, mais ça a l'air de marcher. Donc, est-ce qu'on peut guérir des phobies avec l'hypnose? Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis phobique des souris. Et d'ailleurs... Plus maintenant. Oh, amenez-moi des souris. Non, mais dans une des émissions, on m'a fait faire la réalité virtuelle pour essayer de sortir de la phobie des souris. Est-ce que cette technique marcherait pour... La technique fonctionne, mais ce qu'on a vu, c'est vraiment du spectacle, c'est-à-dire que ce n'est pas dans ces conditions-là que ça pourrait fonctionner. Finalement, dans un acte thérapeutique, vous avez... Sur le long terme. Mais même en une séance, on ne peut pas comme ça, sur une scène de spectacle, être soulagé d'une phobie. Il y a d'abord une phase qui est une phase diagnostique. Est-ce qu'on parle de phobie? Est-ce qu'on parle d'un pic anxieux, ce qui n'est déjà pas la même stratégie thérapeutique? Il faut évidemment connaître la personne, voir les fameux pourcentages dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction de ses besoins, comment est-ce qu'on va orienter l'hypnose, et là ensuite construire une séance qui est une séance donc, pour vous et non pas pour votre phobie. Exceptionnel et ça ne s'applique pas à tout le monde. Ça, c'est du fake, c'est-à-dire du spectacle. Et la phobie de l'anesthésie, moi je vous dis franchement, j'aime pas aller chez le dentiste. Non pas que j'aime pas le dentiste, mais à cause de l'anesthésie. On peut se retirer cette phobie de l'aiguille et de la piqûre. C'est la même chose que ce que disait Antoine, c'est-à-dire que si on est dans le champ de la psychiatrie et de la phobie, il faut une prise en charge qui soit complète, faite par un spécialiste de la psychiatrie ou de la phobie pour y arriver. On peut par contre, lorsqu'on est chirurgien dentiste et pas psychiatre, parce qu'on pratique l'hypnose, permettre d'atténuer par exemple ce sentiment d'anxiété que peuvent avoir les patients. C'est exactement l'enjeu de l'hypnose médicale dans les soins, d'une façon générale, et en chirurgie dentaire d'une façon particulière, d'accompagner ce patient dans une séance d'hypnose qui lui permette de finalement moduler son niveau d'anxiété, ses émotions. On va voir ça dans un instant en image. Alors, pour parler des choses qui sont prouvées, parlons de ça ici, l'INSERM a publié un rapport en 2015 pour faire le point justement sur l'efficacité de l'hypnose en thérapeutique. Alors ce rapport, qui est assez long, il conclut finalement, c'est un peu décevant, à 2 situations où l'hypnose est clairement efficace. C'est le traitement de la douleur et le syndrome de l'intestin irritable. Alors, on va regarder, parce que justement, vous l'utilisez quand vous faites des extractions dentaires auprès de vos patients, et donc pour éviter la douleur, pour soigner la douleur. Décrivez-nous un petit peu ce que vous faites ici. C'est vous ici, hein? Là, c'est moi. Ouais. Alors là, on est au cours d'une intervention chirurgicale où le chirurgien est en train d'extraire les dents de sagesse de cette personne. Et depuis le début de l'intervention, j'ai proposé à cette personne de rentrer dans cet état hypnotique et de faire une séance d'hypnose et en même temps permettre l'extraction des soins. C'était une patiente qui était très anxieuse des soins dentaires et qui m'a fait la confiance de me laisser l'accompagner dans une séance d'hypnose. Ça dure plus longtemps qu'un soin normal? Non, c'est la même. Et même à la limite, les interventions chirurgicales pratiquées avec l'hypnose sont plus courtes parce que le patient ne bouge pas. En ce qui concerne la stomatologie ou la chirurgie dentaire, il saigne moins, il y a moins de salivation, le chirurgien a moins besoin de s'interrompre pour que la personne déglutisse ou pour que... Donc vous gagnez du temps en fait. On gagne du temps. Et puis hypnotiser quelqu'un au bloc opératoire, ça va extrêmement vite. Il faut moins d'une minute pour que la personne rentre dans cet état d'hypnose. Et une fois qu'elle est en hypnose, je dirais que le chirurgien peut travailler tranquillement. Vous avez vu, il y a une penseuse, il y a une ibode, il y a un interne qui est autour de nous. Et l'intervention va durer classiquement le temps d'une intervention de l'extraction des dents de sagesse. Alors depuis 2015, il y a eu beaucoup de littérature scientifique, des travaux. Est-ce qu'on a pu montrer que l'hypnose peut être efficace dans d'autres situations que la douleur et que le syndrome de l'intestin irritable, qui est une maladie dont on parle dans d'autres émissions qui donne des troubles digestifs? Oui, alors juste pour revenir quand même un petit peu sur ce rapport, en fait,
ils ont pris une méthodologie qui est une méthodologie comme s'ils testaient le médicament, ils se sont posé la question, et finalement l'hypnose, est-ce que ça fonctionne comme un médicament et dans quelle situation? Donc on a effectivement ces deux indications, mais déjà en 2015, on savait que les indications étaient évidemment beaucoup plus larges concernant l'hypnose. Et en particulier, jusqu'à peu près cette période-là, ce que l'on va beaucoup étudier, ce sont effectivement les indications sur tel et tel symptôme, à la fois dans le champ somatique, mais aussi dans le champ de la psychopathologie. À partir de 2015, on s'est rendu compte que finalement, ce qui était important, c'était bien sûr comment le symptôme bougeait, mais aussi comment la personne percevait que son symptôme bougeait. Autrement dit, on peut être face, vous le citiez par exemple, à un côlon irritable ou bien à un autre trouble. On peut finalement avoir, j'allais dire médicalement, physiologiquement, pas tant d'avancée que ça parce que le trouble peut être complexe, mais si la personne apprend à mieux vivre avec son symptôme, à mieux le gérer, à gagner en confort par ailleurs et à trouver des ressources qui n'étaient pas là jusqu'à présent, alors elle va se déclarer beaucoup mieux portant avec hypnose que sans hypnose. Et c'est finalement ça que va regarder la recherche, c'est-à-dire comment fonctionne le changement, comment un individu va finalement ressentir dans son corps que les choses vont mieux pour elle. Et ça, on a beaucoup plus d'études maintenant qui le montrent depuis maintenant plus de 10 ans. Alors on verra tout à l'heure dans la partie pratique les situations où l'hypnose semble être efficace, soit de manière certaine, soit possible, soit probable. Revenons à ce qui se passe quand on fait l'hypnose. C'est toujours un peu surprenant, on se pose beaucoup de questions. Alors on va regarder à quel point l'ensemble du corps est concerné, pas seulement au niveau du cerveau, et notamment, par exemple, au niveau du muscle. C'est une très bonne question, ça, Boris, parce qu'on pourrait imaginer que l'hypnose est un processus uniquement psychologique. En fait, l'hypnose est une méthode psychocorporelle. C'est-à-dire que la praticienne, le praticien qui vous accompagne dans une séance d'hypnose va effectivement vous parler d'une certaine manière, et c'est dans le corps que va se jouer la séance. Et très souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais de façon la plus généralisée, la plus fréquente, on observe une relaxation musculaire, le corps est complètement détendu. On la fréquence cardiaque qui baisse aussi. Une diminution du rythme cardiaque et puis une respiration qui devient lente et plus profonde. Donc des phénomènes qui concernent l'ensemble de la régulation du corps, mais évidemment, il se passe quelque chose à l'intérieur du cerveau aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il se passe en fait que vous allez avoir deux circuits qui vont être activés au même moment. C'est le circuit de la détente et le circuit de l'attention. Autrement dit, quand on est en état d'hypnose, on est évidemment détendu, c'est ce que Vianney vient d'indiquer, et puis on est également concentré suffisamment justement pour aller chercher les bienfaits thérapeutiques. Si la personne n'était que détendue, relâchée en position passive, ça ne fonctionnerait pas. Donc ça veut dire concrètement que vous avez toute cette zone là un peu préfrontale qui va être activée, la zone de l'attention. Vous avez votre gyrus cingulaire antérieur qui intervient dans l'émotion, dans l'attention qui va également être présente et qui va vous permettre de pouvoir interpréter ce qui se passe. Et en hypnose, on le verra tout à l'heure, on peut modifier cette interprétation que l'on a justement à partir des sensations que le cerveau est en train de percevoir. On a également tout le cortex sensoriel qui va s'activer, qui va se modifier, et c'est effectivement ce que Vianney vient de dire, c'est-à-dire c'est le corps dans son ensemble qui va percevoir des choses qui réagit. Et qui va réagir, et puis on va avoir une perception de l'environnement qui va être amoindrie, et la zone également de réflexion qui va être un peu amoindrie. Autrement dit, ma conscience va devenir beaucoup plus antérieure. Je passe moins de temps à percevoir ce qui se passe à l'extérieur de moi, et plus de temps centré sur mon intériorité et ma corporalité. Alors on entend dire parfois que quand on se perd dans ses pensées, par exemple dans un transport en commun, et qu'on est déconnecté de la réalité, c'est un état d'hypnose. C'est la même chose ? Non, c'est très différent. Il y a des vraies différences entre la rêverie et l'état hypnotique. La rêverie est très souvent involontaire, c'est-à-dire qu'on a une attention qui va s'échapper, qui va partir sur quelque chose d'assez soit calmant, soit apaisant, soit quelque chose qui nous est propre. Là, par exemple, celui-là, je coupe. Il est en train de rêver ou il est en hypnose ? Il écoute sa musique, il est un peu perdu. Alors que dans l'état d'hypnose, on puisse avoir ces états-là, c'est certain, mais lorsqu'on est dans un état hypnotique, en tout cas qui a été déclenché par la rencontre avec un praticien, quel que soit ce praticien, l'état hypnotique, il est dirigé. C'est-à-dire que vous êtes à deux, vous rêvez tout seul, mais pour faire de l'hypnose, il faut être au minimum à deux pour pouvoir être guidé, orienté dans le processus de l'hypnose. Alors on parlera de l'auto-hypnose tout à l'heure, quand on peut faire l'hypnose tout seul, mais là pour le moment, il faut être guidé, c'est ça ce que vous nous dites. Alors on a parlé de l'hypnose en général depuis le début de cette émission, mais en fait il y a plusieurs méthodes, des différents courants. On parle d'hypnose ericksonienne, d'hypnothérapie onirique, d'hypnoanalyse. De quoi s'y perdre? Alors qu'est-ce qui distingue simplement ces différentes approches?
Simplement, ça va être finalement la façon dont on la pratique. Vous avez globalement 3 grands courants. Vous avez le courant que l'on appelle maintenant hellmanien, c'est-à-dire Dave Hellman, ancien hypnotiseur de spectacle, qui en fait pratiquait une hypnose extrêmement dirigiste. Et il se trouve, donc on est au début du XXe siècle, il se trouve en fait que l'hypnose au XIXe et début du XXe siècle était également très dirigiste. Et donc du coup, on va avoir, avec le développement de Dave Hellman, des pratiques comme ça très directes qui vont être parfaites pour des pratiques dans l'aigu, les pratiques qui sont assez rapides. Vous avez, années 30 et puis jusqu'aux années 80, Milton Erickson, psychiatre, qui va développer l'hypnose, lui plutôt dans le champ de la psychothérapie et plutôt dans le champ de patients qu'il va voir en ambulatoire, séance après séance, en développant d'autres pratiques plus centrées sur les besoins, plus centrées également sur le positionnement de la personne par rapport à son existence. Et donc on va avoir une révolution là de l'hypnose, avec une hypnose moins dirigiste, en tout cas peut-être moins rapide, moins percutant dans les techniques, mais plus adapté au changement continu. Et puis vous avez cette hypnose dont on parle depuis quelques minutes, centrée sur le corporel, sur le sensoriel, beaucoup amenée par un monsieur qui s'appelle François Roustan. Et François Roustan va développer une approche phénoménologique, beaucoup plus centrée sur l'état, la façon dont se perçoit le corps à l'intérieur d'un état, autrement dit sur la façon dont l'individu se positionne comme un organisme, c'est-à-dire un psychisme, un corps, et comment est-ce qu'il peut se reconnecter avec quelque chose de l'ordre de la vie à l'intérieur de lui. Donc ce sont les 3 grands courants actuels. C'est amusant parce que quand vous en parlez, on a l'impression qu'on parle de courant philosophique, alors que, bon, pour les personnes qui nous regardent et qui sont très concrètes, terre à terre, scientifiques, si je puis dire, on aimerait savoir ce qui se passe vraiment. Et il se passe des choses, on en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais vous montrer des images d'IRM, des images d'IRM fonctionnelles qui permettent de voir ce qui se passe. Racontez-nous là, cette expérience, ici, là, c'est des IRM chez quelqu'un à qui on provoque une douleur. Je ne sais pas si on lui met la main dans de l'eau chaude, quelque chose comme ça. C'est de l'eau chaude à 48 degrés, oui. Et en bas, c'est ce qui se passe pendant une séance d'hypnose. Racontez-nous. Donc on est effectivement, on voulait voir finalement jusqu'où est-ce que l'on pouvait aller avec la pratique de l'hypnose. On est sur une douleur qu'on appelle une douleur expérimentale. On la provoque soit par de l'électricité, soit par du chaud, soit par du froid. Là, c'est par du chaud. Et on voit là toutes les zones dans le cerveau qui sont activées lorsque la personne ressent de la douleur provoquée par du chaud. Et on s'est dit, mais est-ce que finalement, avec l'hypnose, on a l'habitude de faire du soulagement? Est-ce qu'avec l'hypnose, on peut également provoquer, modifier les perceptions corporelles pour obtenir la même chose? Et donc on a dit aux personnes qui sont très hypnotisables dans tous les groupes, et elles étaient très hypnotisables, les fameux 5 à 10% tout à l'heure, on leur a dit, voilà, vous mettez votre main dans une eau tiède, ce qui était le cas, 37 degrés, un peu chaude, et puis on va augmenter progressivement la température. On n'augmentait pas du tout la température de l'eau, c'était juste une suggestion, et en fait, qu'est-ce que l'on voit dessus? On voit en fait que les activations cérébrales sont des activations qui sont au même niveau et à la même intensité qu'une douleur réelle. Donc ce que ça veut dire, c'est que là, on a été capable de suggérer une douleur. Bon, ce n'est pas ce qu'on va faire en thérapie, mais qu'on peut aussi suggérer une extinction de la douleur. Ce qui veut dire que ma philosophie tout à l'heure, c'est ce qui fonctionne. C'est-à-dire précisément, quand on suggère philosophiquement ou par suggestion à quelqu'un que quelque chose se passe dans son corps, parce que précisément il y a cette phénoménologie qui est présente, eh bien dès lors que cette suggestion est là, il va ressentir qu'il va dans la direction qu'il souhaite. Mais ça, c'est scientifique, ça. Donc il se mais passe ma quelque philosophie chose dans le cerveau. est scientifique également. Le cerveau montre qu'il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire que l'on comprend ce qui se passe. C'est un cliché. D'accord. Donc on ne sait pas tout, mais il se passe quelque chose. On montre qu'il se passe quelque chose, et puis il faut se poser la question comment ça fonctionne. Alors, c'est là où on est dans les explications. Justement, venez avec moi, on va regarder à nouveau. Alors, c'est un peu d'anatomie, ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. C'est plusieurs zones qui sont impliquées. Oui, absolument. On voit donc effectivement cette dimension, le cortex dont je parlais tout à l'heure, dans lequel il y a ce gyrus singulaire antérieur, postérieur également qui va être présent. Gyrus singulaire, excusez-moi. Alors, il n'est pas dessus, mais c'est une zone en fait qui va de l'avant vers l'arrière, qui est plutôt à l'intérieur. Voilà, juste à la limite inférieure du cortex. Et en fait, c'est la zone qui va aller du côté de l'attention, de l'identification, un peu de l'émotion. C'est-à-dire, elle perçoit en fait les choses. La focalisation, il est sur le cortex préfrontal. C'est plutôt une zone qui participe en fait des prises de décision et des tâches un petit peu complexes. Autrement dit, travailler avec l'hypnose va demander une tâche complexe à l'individu. Et puis, vous avez également, donc vous avez le contrôle qui est en bas, qui va être suivant les suggestions que l'on va faire. Ça va permettre de pouvoir orienter sur une action ou sur une non-action suivant ce que l'on souhaite. Et puis vous avez ce qui n'est pas encore
d'accord sur le schéma parce que c'est du côté occipital, donc derrière et puis également sur les côtés. Vous avez ensuite toutes les zones qui interviennent dans la sensorialité, particulièrement la vue, mais aussi l'audition, et qui vont participer de ce que la personne perçoit et la façon dont elle va le percevoir. Alors, est-ce qu'on peut dire en langage simple, vous me dites si je dis n'importe quoi, parce que je ne connais pas grand-chose, qu'ici, on va demander à la personne de focaliser vraiment sur des choses, sur des pensées, qu'ici, on va l'aider à se détacher, et finalement, qu'en lui suggérant quelque chose, elle va pouvoir contrôler un certain nombre d'actions ou de pensées? Globalement, c'est ça. On va lui demander, par exemple, de centrer sur la spirale que vous m'avez montrée tout à l'heure, en lui disant c'est la chose la plus importante. Focalisation. Et on a la focalisation. Il suffit qu'elle focalise pour que déjà, il y ait quelque chose dans son cerveau qui commence à se renfermer sur lui-même. Le regard intérieur, cette intériorité dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a les zones de focalisation qui sont présentes et qui déjà commencent à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, une fois qu'il y a ce travail-là, le cerveau va attendre, entre guillemets, les ordres, les suggestions. Il va prendre Et il va aller, voilà. Et c'est lui qui contrôle la situation. C'est ça qui est intéressant. Qui va contrôler la situation, absolument. On va se rasseoir. On n'a pas parlé du tout de la douleur. Vianney, où ça se trouve où, finalement? Où est-ce qu'on agit pour réduire la douleur? Alors, la douleur, chacun le sait, c'est une expérience à la fois sensorielle, qui touche au système nerveux sensoriel, et émotionnel, désagréable. Et on sait qu'au niveau du système nerveux central, il y a une véritable matrice de la douleur, où il y a des zones qui sont dédiées à cet aspect sensoriel de la douleur, le cortex somatosensoriel, S1 et S2. Puis à l'intérieur du cerveau, il y a toutes les zones émotionnelles dont Antoine a déjà un petit peu parlé. C'est-à-dire que l'aspect très émotionnel de ce phénomène douloureux va se jouer au niveau du cortex singulaire antérieur, par exemple, mais aussi de l'insula. Et c'est intéressant parce que l'hypnose permet de moduler ces zones. Vous avez un grand chercheur, un grand scientifique nord-américain, Pierre Rainville, qui a été un des premiers, au tout début des années 2000, a montré avec une expérience d'un état hypnotique qu'il était capable de dissocier, c'est le bon terme, l'aspect sensoriel de l'aspect émotionnel de la douleur. C'est-à-dire qu'on reprend l'expérience dont a parlé Antoine, on prend des sujets à qui on plonge la main dans l'eau très chaude et on est capable, grâce à l'hypnose, de modifier simplement l'aspect émotionnel, désagréable de la douleur, ou au contraire de modifier simplement l'aspect sensoriel du phénomène douloureux. Et ce qui est très intéressant avec l'hypnoanalgésie, c'est qu'en fonction des suggestions qu'on peut faire, on peut moduler cet aspect sensoriel ou cet aspect émotionnel, ou les deux. Alors vous aviez parlé tout à l'heure de focaliser l'attention. Est-ce que vous utilisez finalement des voilà, je sais pas moi, pendules comme cela, en disant concentrez-vous, comme on voit parfois dans les films, ou c'est que du cinéma ça? Alors malheureusement on ne l'utilise plus, mais on pourrait l'utiliser. Mais il est devenu tellement caricatural qu'on ne l'utilise plus, mais encore une fois à tort, parce que ça fonctionnait très bien. Alors une bougie, la bougie on peut l'utiliser. En fait, le pendule était très utilisé notamment par un chirurgien écossais qui s'appelait James Braid et qui a beaucoup étudié en fait l'hypnose et demandé effectivement qu'il y ait une focalisation de l'attention sur ce pendule qui bougeait. Mais comme ça a été repris partout, du coup on l'utilise plus. Mais c'est un instrument qui effectivement était très efficace pour ça. La bougie est intéressante aussi parce que ce qui est intéressant particulièrement comme dans le pendule, c'est le mouvement. C'est-à-dire, on va demander à la personne, par exemple, de regarder quel est le mouvement et puis de pouvoir commencer à discerner quelles sont les couleurs. Évidemment, vous voyez le jaune, mais si vous regardez vraiment tout à fait attentivement, vous allez voir du bleu, du rouge, le noir de la mèche et peut-être d'autres couleurs vont commencer à apparaître. Et donc, du coup, on est face à une image qui paraît simple, mais qui en fait est une image complexe et qui va permettre justement de mettre ce cerveau en activité et il va attendre les suggestions, toute la part psychologique de la relation à l'autre, qui va permettre ensuite de pouvoir initier le changement. Alors, on a vu l'intérêt de l'hypnose c'est spectacle, ça, c'est la fumée. pour se soigner. Qu'en est-il la créativité? On raconte, vous allez me dire si c'est ce que vous en pensez, qu'Albert Einstein, tout le monde connaît Albert Einstein, théorie de la relativité, utilisait l'hypnose pour stimuler sa créativité et ses capacités intellectuelles. Moi, je dis tout de suite oui, si jamais c'est vrai. Il aurait été hypnotisé régulièrement et même, il paraît, il aurait développé certaines de ses théories pendant des états hypnotiques. C'est possible d'avoir des flashs intellectuels sous hypnose? On peut en avoir en hypnose, on peut en avoir sans hypnose aussi. En fait, l'hypnose peut permettre d'installer comme une sorte de malléabilité dans la vie de tous les jours. Parce qu'effectivement, comme c'est un état de conscience que l'on dit élargi, c'est-à-dire on apprend à sentir encore cette bougie qui est éteinte alors même que ça fait déjà plusieurs minutes qu'elle est éteinte, simplement par le souvenir de l'odeur, d'avoir conscience du lieu dans lequel on est, etc. On apprend finalement la complexité, à être simple dans la complexité de perception. Et donc, ça fait partie des entraînements créatifs que l'on peut avoir avec ou sans hypnose. On ne va pas devenir hyper intelligent
hyper bon en maths. Alors, il y a une légende qui dit que c'est comme ça que Vianney Descroix est devenu hyper intelligent et qu'il a maintenant le poste qu'il a. Mais c'est Vianney Descroix. En dehors de Vianney Descroix, on ne va pas le dire, mais nous tous, hein, on a été... Non, blague à part, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'état en fait, que l'on décrivait tout à l'heure, et qui est caractéristique de l'hypnose, on ne le rencontre pas que dans l'hypnose, c'est un état également d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on le rencontre chez le gamin de 6 ans qui va apprendre à lire, etc., etc. Et donc, l'état hypnotique, en fait, est un état d'apprentissage. Quand on fait de l'hypnose à nos patients, en fait, on leur apprend quelque chose, on leur apprend quelque chose autour de la sensorialité, autour de pouvoir utiliser cet état particulier à leur avantage. Et finalement, on optimise l'utilisation de tous ces neurones. Hein. Absolument. Donc, c'est un état d'apprentissage qui permet d'aller parfois un peu plus loin. Et un autre exemple célèbre, c'est le compositeur Sergueï Rachmaninov. Il est là. Et alors lui, il aurait écrit son 2e concerto pour piano après avoir recouru à l'hypnose. On devient créatif, artiste avec l'hypnose ? On devient peut-être plus sensible à quelque chose auquel on ne fait peut-être pas assez confiance, qui est son instinct. C'est-à-dire qu'effectivement, la pratique régulière de l'hypnose va donner mais Antoine en parlait, cette capacité de s'observer, d'être plus attentif à ce qu'on ressent. Et finalement, on parlait tout à l'heure de Milton Erickson, c'est lui qui nous a appris à faire confiance à ce qu'il appelait, lui, l'inconscient, qui n'a rien à voir avec l'inconscient freudien, mais qui est cette grande ressource, cette grande malle de ressources, de savoir-faire, de choses qu'on a oubliées qu'on savait faire et qu'on sait faire. Et que finalement, lorsque l'on pratique cette technique hypnotique, on peut, parce qu'on a appris à se concentrer, à focaliser son attention, à diriger son attention, être un peu plus attentif à soi et peut-être à ses instincts. Et donc peut-être un petit peu plus créatif. Et sans doute plus créatif. Parlons maintenant des risques de l'hypnose. Alors dans l'hypnose de spectacle, on a le sentiment que l'hypnotiseur peut faire n'importe quoi aux spectateurs volontaires. On a aussi entendu que certains thérapeutes avaient abusé sexuellement de leurs patients en état d'hypnose. Quand on voit cela, ça a l'air sacrément dangereux. Hein. Toute pratique thérapeutique, en fait, peut amener à des excès dès lors que le praticien est un praticien qui ne se comporte pas convenablement, c'est-à-dire qui va à l'encontre de sa déontologie et de son éthique. Ce qui est vrai, c'est que l'hypnose favorisant un état d'hypersuggestibilité, des personnes qui ont, par exemple, un passé qui est un passé compliqué, dans lequel il y a pu y avoir des abus, par exemple, vont être particulièrement fragiles. Et d'autant plus ces personnes-là, si elles tombent sur quelqu'un qui est peu expérimenté, qui finalement s'improvise thérapeute sans l'être, ou bien pour lesquels il y a une dimension vraiment d'emprise qui va être développée, et là, pour le coup, effectivement, ça peut être dangereux. Mais ce n'est pas l'hypnose elle-même qui va être dangereuse, c'est la façon dont on l'emploie. Vous utilisiez tout à l'heure la bougie. Si on prend une allumette, l'allumette peut servir pour allumer cette bougie, ça peut servir également pour allumer un feu dans une cheminée, ça peut servir pour allumer un incendie. Et on ne va pas accuser l'allumette d'être mauvaise, c'est évidemment celle qui l'emploie. Et dites-nous, est-ce qu'on oublie ce qui s'est passé sous hypnose quand même ? Pareil, c'est une question concernante pour celles et ceux qui se pose la question d'en faire. Alors non, l'amnésie totale n'est pas possible. Par contre, pour certains patients en tout cas, il n'y a pas d'intérêt parfois à se souvenir d'un certain nombre de choses. Lorsque par exemple on parle d'une pratique dans les soins, l'hypnopraticien qui va accompagner la personne va effectivement faire des suggestions d'amnésie en disant le temps a pu se raccourcir, etc. Et 1 minute peut paraître 1 seconde, etc., etc. Parce qu'il y a un intérêt en fait à ce que la personne ne se souvienne plus. Mais ne pas se souvenir ne veut pas dire qu'il y a une amnésie. Donc on ne peut pas arriver à une situation où la personne qui est en état d'hypnose ne se rende compte de rien. On peut moduler la façon dont elle comprend ce qui se passe. Absolument. Vianney, concrètement, est-ce que vous avez déjà constaté des effets secondaires avec l'hypnose dans le cadre d'une chirurgie dentaire ? Alors les effets indésirables les plus fréquents qu'on rencontre, c'est effectivement des patients qui sont un peu désorientés parce qu'ils viennent de passer 40-45 minutes dans un état où ils étaient extrêmement détendus, où ils étaient ailleurs, où ils étaient dissociés. Donc on va leur laisser un petit peu de temps pour se remettre. Mais finalement, ce ne sont pas des effets indésirables très différents d'autres type d'intervention avec d'autres méthodes. C'est-à-dire que c'est de la désorientation, c'est un peu de fatigue, c'est un besoin de se reposer après une intervention. Et tout revient à la normale. Parce que vous nous parlez de désorientation. On a toujours 10% de perte, mais ça... non, tout revient toujours à la normale. Alors, on utilise l'hypnose aussi pour soigner, par exemple, l'addiction au tabac. Alors, on peut imaginer qu'avec la même technique, on pourrait nous rendre addicts, en suggérant qu'on est addict à une drogue, voire pire, à nous faire commettre quelque chose contre notre gré. Alors, je voudrais vous montrer ce qu'on raconte sur cette une de journal qui fait état d'un drame de l'hypnotisme.
Donc cette histoire s'est passée en 1893. C'est une jeune femme qui dit avoir été hypnotisée par Gilles de La Tourette contre son gré. Et la conséquence, c'est qu'elle lui a tiré 3 balles de revolver, dont l'une l'a blessée grièvement à la tête. Alors, plus récemment, en 2022, on nous a dit qu'une trentaine de cas de vol sous hypnose ont été réalisés, ce qui a rendu les victimes, écoutez bien, actives de leur propre vol, parce qu'elles allaient retirer elles-mêmes de l'argent, par exemple, pour le donner ensuite aux criminels. Est-ce que c'est possible d'être hypnotisé contre son gré, comme dans l'histoire de 1893, et d'être amené à commettre un délit ? Est-ce que c'est possible en 2024 que quelqu'un soit abusé par une autre personne qui arrive à lui vendre 3 aspirateurs et 2 appartements rien qu'avec un seul coup de fil? En fait, l'hypnose, depuis le 19e siècle, est parfois arguée comme étant le motif d'un larcin. Et en fait, on a pu démontrer dans tous les cas de figure qu'il n'y avait pas d'implication de l'hypnose, mais que par contre, la personne se défendait de cette façon-là. Ce qui a été montré, notamment en 2022, ce que vous montriez, c'était en fait pour beaucoup des choses que l'on trouvait sur Internet, sur YouTube notamment, des documentaires. Il faut bien percevoir que les séquences que l'on voit sur Internet, vous en avez 50, 100 qui sont tournées, on n'en regarde qu'une seule, on a l'impression que ça fonctionne à tous les coups. Ça, c'est l'hypnose. C'est en tout cas de l'hypnose spectacle, c'est une mise en scène Oui. particulière. Mais une personne peut bien sûr être abusée par une autre personne et on peut bien sûr faire croire à cette personne-là que voilà, le monde est jaune alors qu'il est rouge. Tout est possible. Mais l'hypnose, en tout cas du point de vue vraiment judiciaire, il n'y a aucune histoire pour laquelle il y a eu une implication directe de l'hypnose. Par contre, qu'on ait à un moment donné dit que c'était parce qu'on a été hypnotisé, oui, ça existe depuis le 19e siècle. Merci pour cette réponse très claire. Alors dans quelques minutes, on vous donnera des conseils pratiques pour vous aider à choisir le mode d'hypnose qui vous convient le mieux et aussi ça dans les meilleures conditions afin d'éviter tout risque. Mais avant cela, on va parler d'une forme d'hypnose que l'on peut pratiquer soi-même, c'est l'auto-hypnose. Et vous allez voir, ça peut rendre bien des services pour améliorer notre santé. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Adrien. Bonjour. Installez-vous. Docteur Chaboch, alors vous êtes médecin généraliste, vous êtes également psychothérapeute, et en particulier vous utilisez l'hypnose, vous êtes donc hypnothérapeute et vous enseignez l'auto-hypnose à vos patients. Alors on entend souvent dire que l'auto-hypnose, ça peut aider à gérer notamment le stress, l'anxiété. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une situation concrète où l'auto-hypnose peut avoir un impact significatif pour notre santé ? Oui, on a le choix pour parler de situations concrètes et c'est intéressant de considérer justement, de se défausser d'une image qui serait que l'hypnose c'est un peu extraordinaire. En fait, non, ça peut nous aider vraiment pour des choses du quotidien, pour des problèmes récurrents en médecine générale. Par exemple, on peut parler du stress et de l'anxiété comme on pourrait parler du sommeil. Avant de vous en dire un tout petit peu plus en détail, rappelons que ce qu'ont dit mes confrères, c'est-à-dire on a bien mis en évidence que ce que l'on fait en hypnose, c'est de travailler sur le rapport qu'entretient une personne avec quelque chose qui le met en difficulté. Donc à cela, on peut décliner en fait les indications sur énormément de possibilités puisque cela va toucher ce que nous vivons par rapport à un problème. Pour quelqu'un, ça peut par exemple être, il y a quelque temps, beaucoup d'examens se sont déroulés et les jeunes passent des épreuves un peu initiatiques de leur vie, des concours, le bac, des examens. Et à ce moment-là, ils vont ressentir une difficulté de s'adapter à une situation inédite. Et cette difficulté d'adaptation, c'est ce qu'on appelle le stress, va se vivre dans leur corps par des manifestations de symptômes cliniques. Et puis, évidemment, dans la tête. Nous l'avons tous vécu. Vous, moi, tout le monde avons vécu ces moments-là. De cette façon, on va pouvoir proposer, en fait, à ces jeunes hommes, femmes de tout âge, une approche, en fait, de la situation qui leur permet de la considérer autrement. Dans cet état de concentration, détente, accès à des ressources, qui sont le trinôme très intéressant en hypnose, la personne va permettre de voir cette situation, mais de faire un pas de côté, c'est-à-dire de la voir un peu différemment, de se positionner physiquement et mentalement différemment, rendant alors l'accès possible à ces ressources. Alors quelle est la différence entre l'auto-hypnose et une séance de relaxation ou de méditation où on imagine bien qu'on contrôle sa respiration ? Il y a beaucoup de différences en fait, beaucoup de différences. Considérons qu'en fait la base n'est pas la même, le chemin n'est
pas le même. En revanche, on peut aboutir à un résultat qui peut se rejoindre. Tout d'abord, il y a des différences culturelles. La méditation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément codifié culturellement et sociologiquement dans notre société occidentale, européenne. Tandis que l'hypnose, c'est vraiment un dispositif qui existe et qui est profondément, intrinsèquement lié à notre histoire occidentale depuis la fin du XVIIIe siècle. Et avant, il y avait des générations de soigneurs des campagnes qui ont amené un savoir qui vient d'Autriche, Mesmer, puis Charcot et ainsi de suite. Donc cette différence culturelle codifie dans notre culture quelque chose qui est connu, qu'on a appelé l'hypnose. On ne le retrouve pas en fait dans d'autres cultures. Si je vais dans un autre pays et que fondamentalement différent sur notre société et que je mets une petite pancarte avec consultation d'hypnose, je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de monde. En même temps que si quelqu'un mettait une consultation de chamanisme ici, je crois que maintenant ça s'incorpore beaucoup plus parce qu'il y a des liens qui sont en train de se faire, mais notre façon de penser est différente. Mais sur le plan des effets sur le cerveau, on ne retrouve pas la même chose, les mêmes allumage des zones du cerveau, comme on a vu tout à l'heure? La deuxième particularité, c'est que dans l'hypnose, il y a quelque chose de fondamental, c'est que depuis l'origine, c'est dans le contexte du soin et avec la présence d'un praticien, quel qu'il soit. Est-ce que c'est un médecin, un psychologue, un psychothérapeute? Mais il y a cette dimension de la relation thérapeutique. Et ça, c'est l'hypnose. Mais là, on parle de l'auto-hypnose. C'est tout là, justement, je dirais la chose délicate à aborder, c'est qu'on va parler d'auto-hypnose. Et finalement, l'auto-hypnose est un apprentissage qui vient d'un moment princeps, d'un moment unique, singulier, d'une rencontre unique entre le praticien et le patient, qui est l'hypnose. Ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut faire de l'auto-hypnose réellement qu'après avoir eu des séances d'hypnose avec un hypnothérapeute qui nous a appris à se mettre en état d'hypnose. Quelque part, oui. Parce que je vais vous dire un truc. Dans un bonus de cette émission, vous m'avez fait... j'allais pas dire subir parce que finalement c'était bien, mais au début j'avais peur, une séance d'hypnose. Et donc est-ce que suite à une séance d'hypnose comme celle que vous m'avez fait faire et qu'on va vous mettre en bonus de cette émission, maintenant je peux faire l'auto-hypnose, c'est ça que vous voulez me dire? Voilà, c'est ça. On va partir en fait d'une expérience fondamentale qui permet d'accéder à la singularité de la personne, en l'occurrence vous, Boris. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec vous et je ne travaillerai pas de la même manière avec quelqu'un d'autre. Or, sur Internet ou dans des livres, aussi bons soient-ils, il y a quelque chose qui va être protocolisé. Or, pour accéder à cet état personnalisé, singulier, nous devons partir d'une base où la rencontre se fait. Et cette rencontre va servir d'appui, un petit peu comme un premier apprentissage que l'on va répéter. Et alors, par exemple, tout à l'heure, donc avant l'émission, vous m'avez fait cette séance d'hypnose, vous m'avez dit de mettre des marque-pages. Est-ce que si maintenant on réutilise ce que vous avez fait, je peux me mettre là rapidement en auto-hypnose? Alors, vous venez de le dire, en fait. Finalement, si on se rappelle de ce qu'on a fait tous les deux tout à l'heure, peut-être la position du corps, la position... Voilà, exactement. Oui, exactement. Ouais. Vous voyez qu'on n'a pas grand-chose, en fait, à faire. Simplement à se dire qu'on est vraiment tous les deux, uniquement tous les deux, mais que ce point d'ancrage vous permet, Boris, maintenant... Et c'est vrai, en plus, hein. Là, on n'a pas beaucoup le temps de le faire toute la séance, mais on se remet dans la situation. Est-ce que, comme tout à l'heure, vous étiez avec moi, donc vous pouviez me réveiller, entre guillemets, même si je n'étais pas endormi, en fait, hein, mais est-ce qu'on peut se perdre en état d'auto-hypnose? Parce qu'avec le soignant, au pire, il est là, mais si on le fait tout seul? Non, de même qu'on ne se perd pas dans son jardin. Sauf si on a vraiment un gigantesque jardin, avec beaucoup d'imaginaire, mais on s'y retrouve, on a nos repères, en fait. Et comme l'hypnose, c'est un mot qui est mis en fait sur une technique de communication qui est induite dans le cadre d'une relation thérapeutique et qui vise à permettre d'accéder à un état neurologique. Cet état neurologique, cet état de transe, en fait, il n'est pas spécifique de l'hypnose, c'est un chemin, l'hypnose, qui mène à cet état de transe. C'est là où on peut se rejoindre avec la méditation, par exemple, en fin de compte. Mais de cette manière-là, on rappelle bien, et c'est sécurisant de se rappeler que cet état, il est absolument, ce qu'on appelle en médecine, physiologique, c'est-à-dire naturel, normal pour ainsi dire. On pourrait même dire qu'en fait, c'est quand on ne fait pas d'hypnose que ça ne va pas. Alors l'auto-hypnose, elle a une longue histoire. Milton Erickson, dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'un des pionniers de l'hypnose moderne. Eh bien, il utilisait l'auto-hypnose pour gérer sa propre douleur chronique qui était causée par une maladie infectieuse, la poliomyélite. Erickson, il a non seulement réussi à réduire
sa propre douleur, mais il a également utilisé ces techniques pour développer, donc pour d'autres personnes, des thérapeutiques innovantes. Est-ce que, comme Erickson, vous enseignez à vos patients l'auto-hypnose comme méthode antalgique, antidouleur? Oui, tout à fait. C'est une des grandes indications de l'utilisation de l'hypnose, et notamment dans notre contexte contemporain, moderne. C'est ce que Milton Erickson a apporté de sa propre expérience, nous l'a transmis. Et la perception de la douleur peut se voir modifiée par l'expérience de l'hypnose. Et ça rejoint tout à fait ce que nous avons dit tout à l'heure avec mes confrères. C'est-à-dire que la douleur en elle-même ne va pas disparaître, ne va pas guérir. Mais une douleur n'est pas que douloureuse. C'est une perception, la douleur. Exactement, et c'est une perception avec plusieurs, comme une corde tressée. Il y a plusieurs composantes de la douleur. Il n'y a pas que la composante mécanique, il y a aussi une composante émotionnelle, une composante intellectuelle et une composante de réaction et d'adaptation. En travaillant sur ces composantes dans un état de détente, en général quand on a mal, on fait rarement, on se tend, la plupart du temps on ne va pas se détendre. En amenant le patient à un moment de détente, en se concentrant sur la douleur, ce qui peut paraître paradoxal, on va l'amener à se concentrer dessus, il va générer d'autres ressources, voir sa douleur autrement, la voir subjectivement, mais il peut la voir visuellement, ça peut être métaphorique pour lui, ça peut être tactile, ça peut être sensoriel, il peut se la représenter autrement. Et dès lors que déjà il y a un mécanisme de représentation de la douleur, celle qui vient nous envahir, celle qui vient nous toucher dans notre intégrité, alors déjà on est dans un processus de changement thérapeutique, parce que je dirais que la moindre petite première seconde redonne déjà de l'espoir, de se dire on peut changer quelque chose. Et ça, cette capacité de changement, elle est cruciale pour l'être humain, et l'hypnose la lui rend. Alors est-ce que, concrètement, vous nous avez convaincus, l'intérêt de l'hypnose, si quelqu'un veut bénéficier de l'auto-hypnose, allez, 1, 2, 3 conseils concrets, qu'est-ce que vous lui dites? Je dirais que, premièrement, il faut se défaire d'une idée absolue. C'est-à-dire l'hypnose n'est pas la magie, l'hypnose n'est d'ailleurs pas non plus la seule technique qui permet d'utiliser une communication, une approche psychocorporelle, mais c'est une technique qui peut correspondre et convenir à certaines personnes. Donc la première chose, c'est de se dire, est-ce que j'ai un bon feeling, est-ce que j'ai une intuition qui me dirigerait vers cette pratique? Et si je ne sais pas, il faut demander à des gens qui connaissent. Alors c'est là où justement la place du médecin, la place du thérapeute, la place de quelqu'un qui peut orienter et conseiller est importante. D'où aussi, et c'est tout le sujet de l'émission, mieux connaître les pratiques pour pouvoir orienter. Merci beaucoup Adrien, ça c'est ce qu'on va voir justement pour l'auto-hypnose, l'hypnose en général avec nos experts dans la partie très pratique de cette émission. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications sur l'auto-hypnose. On va maintenant retrouver Vianney Descroix et Antoine Bioy, donc pour vous donner des conseils pratiques si vous voulez vous mettre à l'hypnose, puis à l'auto-hypnose, ce qu'il faut savoir faire et ne pas faire. Alors quand on cherche hypnose sur des moteurs de recherche pour se soigner, il y a des tonnes et des tonnes de propositions, des consultations diverses, variées avec des médecins, des psychologues, des naturopathes, des coachs. On voit des hypnotiseurs, des hypnothérapeutes, parfois même hypnologues. Alors, comment s'y retrouver dans le méandre de ces propositions? Il faut que vous nous donniez vos éclairages là-dessus. Quelles sont les 3 choses à savoir, déjà, si on veut éviter les erreurs, la perte de temps et bien sûr la perte d'argent? Faut-il que l'humanité aille mal pour avoir autant de thérapeutes, Je suis d'accord avec vous. La première chose, c'est pourquoi est-ce que je souhaite en faire? C'est-à-dire, est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que j'ai réellement quelque chose que je souhaite améliorer dans ma vie? Est-ce que, par exemple, je souhaite améliorer ma vie émotionnelle, au travail, etc. Ou est-ce que j'ai une problématique en santé pour laquelle je me dis que l'hypnose va pouvoir m'aider? Donc, être assez clair, en fait, sur l'objectif que l'on souhaite avoir par rapport à l'hypnose. Et en fait, le deuxième point découle de celui-ci. Si je suis dans une découverte, je peux aller voir à peu près n'importe qui. Si je souhaite aller du côté plutôt de la régulation bien-être, je vais m'adresser à des personnes qui peuvent être professionnels de santé ou ne pas l'être, mais avec une formation qui est une formation compétente dans ce cadre-là. Et si par contre j'ai une indication qui est une indication thérapeutique, eh bien là je vais aller voir un professionnel de santé ou un psychologue de façon à régler cette dimension-là. Alors c'est pas juste pour le plaisir d'aller voir un professionnel de santé ou un psychologue, c'est pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on a une problématique en santé, il faut faire un diagnostic. Et donc, on va avoir des personnes qui sont habilitées à faire ce diagnostic et qui sont habilitées aussi à mettre en place des traitements. Et on ne décide pas de mettre de côté les médicaments
Non, hypnothérapeute ou praticien nous a dit « je vais vous soigner avec l'hypnose et oubliez vos médicaments ». Non, c'est tout à fait l'exemple de Vianney tout à l'heure par rapport à sa pratique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver finalement à une prise en charge qui soit optimale en jouant sur énormément de marqueurs. Et la pharmacothérapie, parfois les interventions, des pratiques évidemment comme les pratiques physiques adaptées, de la dimension de l'environnement, de l'écologie, tout ça sont des marqueurs sur lesquels on va jouer. L'hypnose, c'est l'un de ces marqueurs et on va viser vraiment l'équilibre. Alors, venez avec moi, on va passer en revue les termes qu'on peut retrouver, les différentes formes de spécialistes. Vous allez nous dire à quoi ça correspond. Premièrement, hypnotiseur. Est-ce qu'on va voir un hypnotiseur pour sa santé? Vianney? Non, un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui fait du spectacle. Mais c'est jamais un professionnel de santé ou un spécialiste de l'hypnose à des visées médicales ou psychologiques. Alors, deuxième terme utilisé, hypnothérapeute. Antoine, c'est ça? Hypnothérapeute, le vrai spécialiste? Hypnothérapeute, c'est un professionnel de santé ou bien un psychologue comme je suis qui en fait va utiliser l'hypnose dans le cadre d'un accompagnement psychologique ou de la psychothérapie de façon à pouvoir aider la personne. Et donc là, effectivement, on est dans des indications qui sont des indications thérapeutiques. Troisième terme fréquemment utilisé, hypnopraticien. Hypnopraticien, c'est un terme qui est un petit peu plus large. C'est professionnels de santé, psychologues, mais plus rarement également, qui vont pratiquer l'hypnose dans le cadre du soin somatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accompagnement psychologique, mais ça veut dire qu'il y a un acte de soin qui va être réalisé à un moment donné, ou la perspective en tout cas de travailler sur une démarche thérapeutique. Donc le terme d'hypnopraticien est un terme qui est un peu plus large que celui d'hypnothérapeute. On a vu les différents termes, mais finalement, on ne sait pas à quel diplôme ça correspond. Est-ce que quand on recherche quelqu'un, un hypnothérapeute ou un hypnopraticien, pas un hypnotiseur, sauf si c'est pour l'anniversaire de son conjoint, pour s'amuser. Donc quand on cherche un soignant, est-ce qu'il y a des moyens de savoir si c'est quelqu'un de confiance? Parce que beaucoup de personnes écrivent le mot certifié, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors est-ce qu'il y a un annuaire officiel? Est-ce qu'il y a une liste de praticiens accrédités par les autorités de santé, comme on l'a pour les médecins, les psychologues, les kinésithérapeutes ou diététiciens? Il y a vraiment d'abord une question de bon sens, on va la rappeler, ce qu'on disait tout à l'heure. Si c'est l'hypnose dans un cadre thérapeutique, il faut aller voir un thérapeute qui est capable de faire un diagnostic et qui est capable également de procéder à une démarche thérapeutique. Parfois, on entend que le titre hypnothérapeute, hypnopraticien n'est pas protégé, c'est exact, mais l'activité thérapeutique... Attendez, je vous coupe, parce que pas protégé, ça veut dire que... Par la loi. C'est-à-dire que tout le monde peut se dire hypnothérapeute ou hypnopraticien. C'est tout à fait exact. Mais l'activité thérapeutique est protégée par la loi. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas mener un acte à visée de régulation ou de correction d'une problématique en santé. Ça relève en fait du mésusage en fait, de la médecine, c'est du droit pénal. Et donc, les personnes qui ont une problématique en santé, qu'ils souhaitent utiliser l'hypnose à visée thérapeutique, doivent s'adresser à des thérapeutes par définition. Donc il y a d'abord une question de bon sens. Ensuite, comme dans toute pratique, que ce soit du bien-être ou que ce soit du thérapeutique, il faut qu'il y ait une accroche, une bonne accroche avec la personne, il faut qu'on se sente en confiance. Il faut certainement également, quand on est patient, oser poser la question à l'autre, c'est-à-dire quel est votre parcours, quels sont les diplômes que vous avez, est-ce que vous avez l'habitude de prendre en charge des personnes qui viennent avec la demande que je peux avoir. Donc c'est aussi une éducation du côté du patient, ce n'est pas simplement qu'une histoire de diplôme et de circonstances. Alors on va aller refaire le point sur les situations dans lesquelles l'hypnose a potentiellement un intérêt, parce que la science évalue et donne... On a des niveaux de preuve pour différentes situations. Première situation, c'est les situations où l'efficacité est avérée. Vianney, donc ces situations-là, oui, l'hypnose est vraiment intéressante et c'est prouvé. Comme l'a dit Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire que dire que quelque chose fonctionne est toujours un petit peu compliqué, mais en tout cas, le rapport de l'INSERM, par exemple, de 2015, et les autres rapports scientifiques, depuis, ont effectivement montré, d'un point de vue très rationnel, très scientifique, que dans ces trois indications, la colopathie fonctionnelle, le côlon irritable, l'accompagnement dans les douleurs chroniques et l'atténuation de l'anxiété et de la douleur dans les douleurs aiguës, effectivement, l'hypnose était une technique dont l'efficacité était avérée. Alors le côlon irritable, donc syndrome de l'intestin irritable, encore une fois, ce n'est pas n'importe quoi, on en parle dans d'autres émissions. C'est un problème de santé qui se manifeste avec des douleurs, tantôt des ballonnements, des diarrhées, de la constipation, et qui, lorsqu'on fait des examens classiques, on ne trouve rien. Voilà, on vous recommande de regarder nos autres émissions pour voir de quoi il s'agit, quels sont les traitements en général. En tout cas, l'hypnose, dans ce cas-là, a une efficacité avérée. Deuxième situation, deuxième niveau de preuve, efficacité probable, ça veut dire quoi, là, dans ces situations? On peut s'attendre peut-être à un effet?
Oui, alors ce n'est pas tellement qu'elles sont probables, en fait, elles sont avérées dans un certain nombre de situations de contexte. C'est l'humain, c'est le patient. C'est-à-dire que si on prend par exemple le stress et l'anxiété, ce n'est pas la même chose de prendre en charge quelqu'un qui a du stress, quelqu'un qui de temps en temps a des pics anxieux et quelqu'un qui fait des attaques de panique. Il y a des histoires de vie derrière, il y a de la psychologie derrière. Et donc, plus qu'efficacité probable, il faudrait probablement indiquer efficacité dans lesquelles intervient de façon majeure la complexité humaine. Et donc on va avoir une variabilité effectivement de réponse en fonction à la fois de la sévérité du trouble également, mais des contextes également. Donc on peut essayer positivement dans le trouble du sommeil, les phobies, la dépendance au tabac, on le mentionnait tout à l'heure, le stress et l'anxiété, mais aujourd'hui voilà, le niveau de preuve scientifique n'est pas aussi élevé que ce qu'on a vu dans le cas précédent. Il l'est, mais la complexité clinique fait que l'on ne peut pas avoir des niveaux de preuve équivalents chez tous les patients. Pour autant, on a des niveaux de preuve tout à fait satisfaisants sur ces indications. Troisième grand chapitre, c'est l'hypnose avec une efficacité possible. Alors moi, je vous dis franchement, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en se disant qu'ils vont perdre 30 kilos avec l'hypnose. On leur parle de l'anneau virtuel, etc. Ça ne marche pas. Moi, je ne vais rien vous dire sur la perte de poids par hypnose, évidemment. Hein. Ou alors, il faut que j'aille voir Adrien pour l'auto-hypnose. Mais par contre, le syndrome de stress post-traumatique, c'est l'une des plus vieilles indications en fait, de l'hypnose. Dans la guerre de 14-18, par exemple, le principal traitement psychothérapeutique qu'on utilisait par rapport à ce qu'on appelait à l'époque la névrose de guerre, c'est l'hypnose. Donc, on a un niveau de preuve qui est tout à fait important sur le stress. Mais alors, vous nous dites qu'il est mal rangé. Il est mal rangé. Il est mal rangé parce que la façon dont on l'a évalué au XXe siècle ne correspond plus au canon d'évaluation que l'on a en 2024. Mais on a arrêté en fait de faire des évaluations parce qu'on a déjà 80 ans d'évaluation de cette indication en hypnose. On voit que c'est quand même assez compliqué. Hein. Excusez-moi, mais c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'elle est passionnante. La seule chose qu'on peut dire finalement, c'est qu'on peut éventuellement essayer de se faire soigner avec l'hypnose, mais on n'attend pas de là le traitement exclusif. Et moi, je le dis, dans le cadre des migraines, de la dépression, de la gestion du poids, pour avoir beaucoup de patients qui nous posent la question, qui ont testé. Ça peut être une aide, mais on n'en attend pas une solution miracle. Je pense que vous serez d'accord avec nous. L'hypnose ne peut pas être le moyen et la fin. La fin est forcément la rencontre avec une personne qui va avoir toutes les compétences et l'humanité aussi de pouvoir accompagner. L'hypnose est l'un des moyens possibles pour atteindre cette fin-là. On a vu tout à l'heure que pour l'anesthésie, en complément de l'anesthésie, Vianney, c'était utile, l'hypnose. Est-ce qu'il faut se préparer en amont ou est-ce que non, le jour J ? On fait ça le jour J, en fait, et c'est là où c'est important de savoir avec qui on le fait. C'est-à-dire qu'un chirurgien dentiste, par exemple, qui a été bien formé à l'hypnose, n'a pas besoin de voir ses patients 3 semaines avant, 10 minutes avant, et d'ailleurs, il les connaît assez bien pour pouvoir leur proposer une séance d'hypnose sans qu'il n'y ait absolument aucun entraînement avant. Et combien de séances il faut dans la situation des douleurs chroniques ? Là, on a compris en situation aiguë, lors d'un geste. Si on veut réduire ces douleurs, est-ce qu'une séance suffit, 2 séances, 3 séances, une séance par semaine ? Dans l'hôpital où je travaille, avec les CHU de Bordeaux, on propose entre 5 et 10 séances suivant les profils, concernant bien sûr une gestion complémentaire avec l'hypnose de la douleur chronique. Ensuite, pour mon cas de figure étant psychologue, il y a des dimensions psychopathologiques qui peuvent intervenir chez ces patients qui font que je vois parfois ces patients beaucoup plus longtemps. Mais vraiment, la gestion de la douleur complémentaire à une autre approche, en tout cas dans le centre dans lequel je suis, c'est entre 5 et 10 séances. Alors on a compris tout à l'heure que l'important est d'avoir une relation thérapeutique. Donc je vais vous poser une question, mais je pense que j'aurai la réponse. Il y a des applications smartphones qui proposent de faire de l'hypnose, même pas seulement de l'auto-hypnose. Je ne sais pas, moi, à moins que notre thérapeute soit notre téléphone, est-ce que ça peut marcher, ce type d'application-là, hypnose ? Alors, ça ne peut pas être de l'auto-hypnose par définition. Dès que l'on écoute quelqu'un, on est dans de l'hypnose ou de l'hypnose accompagnée, mais on n'est pas en tout cas dans l'auto-hypnose. Mais ce n'est pas un thérapeute, ensuite, un téléphone. Il faut voir les cas de figure. Parce qu'on parle d'une pratique, qui est complexe, donc effectivement, stress post-traumatique avec une application, je dis non. Gestion du stress avec une application, il faut voir. Donc en pratique, il vaut mieux en discuter avec un hypnothérapeute qui va vous dire, bon, vous pouvez continuer vos séances avec votre téléphone. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on voit les choses. La meilleure situation, c'est celle que vous venez de dire, c'est-à-dire le thérapeute qui est sensibilisé à l'hypnose, il n'est pas forcément praticien, et qui du coup va inclure, y compris les applications, à l'intérieur de la prise en charge. Ça me va bien tout ça, c'est mixte.
Bon, on a compris comment on peut faire pour bénéficier au mieux de l'hypnose sans faire de l'hypnose, d'hypnothérapie, le traitement exclusif de toutes les maladies. Tout soignant ou pseudo-soignant qui vous fait rêver en vous disant qu'il va régler votre problème de maladie chronique avec l'hypnose, lui, il faut le fuir. C'est peut-être un hypnologue, hein, c'est-à-dire qui ne doit pas exister. Merci beaucoup Vianney. Merci Boris. Merci beaucoup Antoine. Merci Boris. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller regarder le petit bonus où on voit la séance où le docteur Chaboch m'a hypnotisé. C'est vrai, il n'y a rien de caché dans cette séquence. N'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi en dessous de cette vidéo. Ça nous intéresse toujours de savoir comment vous vivez l'hypnose. Est-ce que vous avez fait l'hypnose? Et puis, si après cette émission, vous allez faire des séances d'hypnose, eh bien, dites-nous quelle est votre expérience avec tout cela. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous rappelle encore une chose, c'est le pari de Pums. Vous connaissez? En tout cas, Paris gagné. C'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.